Commencer, si vous voulez bien, cette deuxième table ronde. Donc, je fais office de présidente. Catherine Louveau est l'animatrice des débats. Et je vais donc vous présenter le thème très rapidement et les 4 intervenantes de cet après-midi. Donc, après avoir parlé des résistances, on va dire, dans la culture savante, nous allons parler des résistances à l'égalité dans ce que j'appellerais la culture commune. C'est-à-dire celle que nous partageons tous et toutes. Les journaux, les magazines, la télévision, les best-sellers, que ce soit des romans ou des essais, les manuels scolaires de nos enfants, enfin tout ce que nous avons, ce que la culture d'élite appelle avec condescendance ou mépris la culture de masse, et ce qu'on appelle improprement, parce que ça correspond absolument à rien aujourd'hui, ce que je n'appellerai pas donc la culture populaire, mais que je préfère appeler la culture commune pour indiquer ainsi que c'est la manière dont nous échangeons quotidiennement les pensées, les paroles, les pratiques, les usages. Et donc c'est évidemment un domaine absolument stratégique concernant la question de la résistance aux inégalités. Je vais donc présenter les 4 intervenantes dans l'ordre où elles vont parler. Donc, tout d'abord, à ma droite, Sylvie Cromer, qui est enseignante-chercheuse à l'Université de Lille 2 en sociologie et qui travaille d'une part sur la violence faite aux femmes, notamment le harcèlement sexuel, et d'autre part sur les représentations sociales sexuées dans les vecteurs de socialisation, en particulier donc les manuels scolaires, mais aussi les albums pour enfants, la littérature de la jeunesse, etc. Elle a publié dans ce champ un ouvrage qui est ici, Analyser les représentations du masculin et du féminin dans les manuels scolaires. Et elle commence une recherche concernant les spectacles pour le jeune public, toujours avec cette dimension d'analyse des représentations sexuées. Natacha Henry, qui est à sa droite, est historienne, journaliste indépendante, ancienne présidente de l'Association des femmes journalistes, et elle travaille depuis une quinzaine d'années sur le sexisme et les violences invisibles. Elle a publié notamment Les mecs lourds ou le paternalisme lubrique, j'adore cette expression, et tout récemment, en 2008, Les filles faciles n'existent pas. Je pense que vous le saviez, mais tout le monde ne le sait pas. Nous écouterons ensuite Irène Jonas, qui est à la droite, je ne dirais pas extrême, je m'en excuse Irène, les mots de la langue française sont un peu piégeants quelquefois, qui est sociologue indépendante, membre de l'Association française de sociologie et membre du réseau thématique genre, classe, race, rapports sociaux et construction de l'altérité. Elle s'est spécialisée dans l'analyse des rapports sociaux de sexe dans les ouvrages psy sur le couple, vous savez, genre Vénus et Mars. Et ce qu'elle en dit est tout à fait éclairant et je dirais même extrêmement à la fois atterrant et drôle. Et elle a également travaillé sur la photographie de famille. Enfin, Claudie Bodino, qui est donc à la gauche. Pourquoi j'ai dit droite? Oui, à la gauche, oui. Oui, j'ai dit droite, pardon, excusez-moi. Donc, à la gauche de Catherine Louveau, Claudie Bodino est ici à un double titre. Elle est à la fois donc chargée de mission auprès de Marc Lipinski, donc vice-président du Conseil régional, et elle est aussi politologue. Sa thèse de doctorat a porté sur la politique de la langue et la différence sexuelle, c'est-à-dire la politisation du genre des noms de métiers. Elle est collaboratrice actuellement du Centre de sociologie politique à l'Université libre de Bruxelles et elle a également fait partie du comité de pilotage pour l'égal accès des femmes et des hommes aux emplois supérieurs des fonctions publiques présidé par Anissé, c'est-à-dire entre 2000 et 2005. Elle vient de publier un ouvrage qui est ici également, Prendre la démocratie au mot, pour une réappropriation citoyenne de la langue et de ses usages, ce qui nous ramène au constat que la question de la féminisation est aussi une question de démocratisation. La question qui est posée à nos intervenantes est celle-ci. Vous travaillez sur le langage, sur les productions culturelles pour l'enfance, la jeunesse, sur les ouvrages de vulgarisation psychologique et sur les médias.
Donc quel rôle attribue-t-il explicitement ou implicitement aux femmes et aux hommes? Comment socialise-t-on les filles et les garçons dans une société érigeant en principe l'égalité entre les sexes? Pour répondre à cette question, nous, c'est-à-dire une équipe à géométrie variable, mais composée notamment de 2 démographes, Carole Brugel et Isabelle Cromer, avons choisi les objets d'enfance, encore peu considérés, y compris par la recherche, malgré l'ouvrage phare de Simone de Beauvoir en 1949 et malgré les enjeux très importants économiques et sociaux. Nous avons examiné tour à tour littérature de jeunesse, presse, manuels, en tant que production symbolique normative de ce qu'est, de ce que doit être un homme, un garçon, une femme, une fille et le commerce convenable entre les sexes, c'est-à-dire, nous les avons étudiés du point de vue des représentations du féminin et du masculin. En effet, en diffusant un système de normes, de valeurs, de conduite, même si elles ne sont pas absorbées telles quelles, la socialisation, on le sait, procède par transactions complexes et continues, ne constitue pas moins, on le disait en introduction, un mode de connaissance et contribue notamment à l'exploration des identités de sexe pour les enfants. Chambardelot et Feuilleran estiment que les enfants sont d'autant plus sensibles aux représentations qu'elles leur permettent d'accroître leur expérience de vie sans prendre appui forcément sur un vécu. Alors pour mener ces études, nous nous sommes appuyés sur une méthode commune. C'est par le personnage que l'on accède aux représentations. Celui-ci, dans les productions pour enfants, est le creuset de différentes caractéristiques qui constituent son sexe social. Caractéristiques classiques démographiques d'un individu, un sexe et un âge, mais aussi des qualités, des rôles, des statuts, des actions, des réseaux d'interaction, un réseau d'interaction noué avec d'autres personnages. Pour recenser et comparer les personnages de manière exhaustive, passer au crible tous ces aspects, la méthode quantitative est apparue la plus appropriée. Elle évite toute sélection et permet l'analyse de corpus importants. Alors, quelle mise en ordre de la réalité des rôles sexués proposent ces vecteurs de socialisation? En général, ceux qui ont été étudiés sont des vecteurs mixtes à usage indifférencié des filles et des garçons, fortement légitimés par la culture dominante, intensivement utilisés par l'école. Le masculin et le féminin, ce n'est pas nouveau, ne sont jamais sur un pied d'égalité, ni numérique, ni qualitatif. La construction de la différence des sexes repose, quel que soit le support envisagé, sur un déséquilibre numérique entre les personnages masculins et féminins, les premiers étant plus nombreux, en général dans un rapport de 60-40, et c'est important à prendre en compte, sur une concurrence âpre entre les générations adultes-enfants. De fait, 4 catégories émergent, hommes, femmes, filles, garçons, dont l'une devance toujours très nettement les 3 autres. Le classement des populations est variable selon les supports, mais dans tous les cas, quel que soit le support, c'est un masculin qui décroche la première place du personnage élu. Alors dans la presse, c'est le garçon, dans les manuels africains que nous avons étudiés aussi, mais c'est l'homme par exemple dans la littérature. La dernière place, ce n'est pas une surprise, elle est toujours féminine, les filles ou les femmes. Et c'est important à souligner, bien que la production soit abondante et diversifiée, et en unité de livres, de magazines, de manuels ou en personnages, voire comme dans la presse que les rubriques sont courtes et donc contrôlables. L'asymétrie entre le masculin et le féminin est aussi qualitative, sous d'apparentes, il faut le noter, similitudes du fait d'absence de stéréotypes flagrants et surtout d'exclusion d'un domaine. En fait, le clivage sexué se construit avec l'âge du personnage. Il est plus marqué entre les adultes que chez les enfants et il s'appuie sur des écarts. Les masculins sont plus variés, ont des portraits plus variés, leurs liens sociaux sont plus diversifiés, la palette de leurs actions est plus large, leur implication dans la sphère publique plus forte, sans que soit occultée leur présence dans la sphère privée. Le rang de héros, enfin, leur est plus souvent attribué. On assiste ainsi, dans ces productions culturelles, à une extension des territoires du masculin, sexe qui devient porteur de la diversité humaine, centre des interactions. Quant aux personnages féminins, plus souvent personnages secondaires, ils sont soit des semblables, soit des décalques, j'allais dire du masculin, soit des cas particuliers du masculin. Par exemple, physiquement, les personnages féminins possèdent des marques de sexuation, des nœuds et autres fioritures, et on se rend compte que les attributs traditionnels qui avaient été dénoncés dans les années 60, tels que le tablier pour signifier la fonction maternelle, ont disparu. Par exemple, dans la presse, filles et garçons sont gentils, pleins d'humour et d'imagination. Hommes et femmes s'occupent des enfants,
et pas des tâches ménagères. Et là, ça renvoie à cette vérité généralisée dont parlait Anne-Marie Devreux tout à l'heure. Mais les hommes jouent un peu plus, et notamment avec les garçons. Les héroïnes, elles sont d'ailleurs, il faut le noter, rousses ou brunes, jamais blondes comme le sont les garçons, n'accèdent au premier rang qu'en tant que jumelles, jamais parce qu'elles sont filles uniques dans leur famille, ou alors parce qu'elles sont, c'est une chose assez étonnante, dépourvues de toute relation avec leurs semblables, père ou adulte, ce qui n'est jamais le cas des garçons. C'est donc dans la configuration des sexes et des âges qu'il faut examiner la symétrie et en tenant compte du rôle accordé. Si dans la presse, la part des masculins dépasse de peu la part des féminins, c'est que les garçons, par exemple, sont en relation avec des femmes à leur service dans des rôles secondaires. En résumé, quel que soit le support, est transmis aux enfants la légitimité du garçon et ou de l'homme comme acteur majeur de la société. Vous l'avez rappelé au début de cette table ronde, moi je travaille sur les questions qu'on peut appeler violences invisibles, même si pour moi elles sont très très visibles. En tout cas, ce sont les... Je travaille, disons, sur l'ère du temps, sur les conversations des unes et des autres, et des uns et des autres, ce qui préoccupe les gens, mon entourage, les gens qui sont au café du coin, etc. Et j'aime bien mettre ça en rapport avec ce qu'on trouve dans la presse. La presse est effectivement pas forcément toujours responsable, mais en tout cas a un rôle important de miroir et de parfois légitimer des comportements que nous autres féministes, je le dis parce que personne n'a dit ce mot pour l'instant, donc féministes, nous déplorons à longueur d'années de livres et de tables rondes. Un sujet qui m'a intéressée dernièrement, c'est ce concept de fille facile qui revient en force et qui est très très présent justement et dans les médias et il me semble dans la vie quotidienne des femmes jeunes et moins jeunes qui sont préoccupées en permanence à l'idée de ne pas passer pour une fille facile et d'être plutôt une fille bien, parce que voilà, on leur fait penser qu'il y a deux catégories, c'est l'un ou l'autre, donc il y a tout un tas de comportements à adopter ou à ne pas adopter pour être plutôt dans une catégorie ou dans l'autre. Là où la presse rentre en ligne de compte, c'est d'une part qu'elle produit des filles faciles à longueur d'émissions télévisées, n'est-ce pas ? Par exemple, toute la bande des présentateurs qui ont cette espèce d'idée de la virilité que je trouve très datée des années 80, mais enfin ça marche encore très bien, Ardisson, Coé, toute la bande des garçons là qui sont toujours d'ailleurs entourés d'une femme qui est numéro 2 à côté d'eux. Bon, alors là il y a une espèce de production active de sexisme, ça les fait bien rigoler, ils ont le droit de le faire et c'est épouvantable, mais c'est comme ça, c'est sous l'angle du divertissement. Là où ça devient un peu plus inquiétant, même si les deux légitiment, à mon avis, les violences invisibles, enfin les injonctions comportementales, etc. Là où ça devient un peu plus inquiétant, c'est quand il s'agit de la presse d'information générale, donc n'importe quel grand quotidien, hein, Libération, Le Monde, Figaro, etc. C'est très facile de trouver des exemples. Quand j'ai regardé cette histoire de filles faciles sous l'angle, c'est la dernière partie du livre, des réputations publiques, donc pas qu'est-ce que je fais moi avec ma vie sexuelle et ce que les voisins vont en penser, mais enfin, qu'est-ce qui se passe quand elle est exposée au grand public, donc au public. Notamment dans les cas de violence, alors par exemple, vous avez les procès pour viol et les présumés coupables disent « attends, j'y peux rien, elle était en mini-jupe, elle m'a allumé, etc. » Même s'ils étaient à 15, même si n'importe quoi, même si elle avait 30 ans de moins qu'eux, ils sont toujours en train de légitimer ça par le comportement de la victime. Or, c'est exactement en ces termes que la presse rend compte de ce genre de procès également. C'est-à-dire, dans Libération, par exemple, on a pu lire un article qui racontait qu'une femme avait été tuée et nous ne savions pas, personne ne savait par qui, enfin voilà, on en était là, etc. Donc les journalistes à ce moment-là sont bien embêtés parce que tout le monde de la justice, les policiers, tout ça, personne ne veut répondre, les gendarmes, ils sont tous en train d'être sous le sceau du secret, l'enquête avance progressivement, peu à peu, etc. Donc les journalistes, ils y vont, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont bien embêtés, ils sont au fin fond d'un village, je ne sais pas trop où, ils demandent aux voisins. Et c'est sur cette base-là qu'ils écrivent leurs articles à ce moment-là de l'enquête. Et donc vous avez dans la presse des papiers, même dans la presse qui semble bien intentionnée, je veux dire socialement bien intentionnée, ils écrivent des papiers qui disent « elle était peut-être un peu trop libre ».
pour justifier le fait que cette femme ait été tuée quand même, je veux dire. Bon, alors, est-ce qu'on peut être trop libre, hein, sujet de philo au bac, c'est une question très intéressante. En tout cas, la presse légitime comme ça, en faisant peser un soupçon sur un comportement que telle ou telle femme n'aurait pas dû adopter, la presse à ce moment-là se pose du côté des responsables des agressions et des violences très graves, et c'est en ce sens que je pense qu'il faut dénoncer absolument ce type d'écriture journalistique, parce que ça légitime effectivement du coup ce qui peut arriver à ces femmes qui tout d'un coup se retrouvent face à un agresseur. De la même façon, il justifie comme ça donc la liberté, une trop grande liberté. Il y a des articles carrément qui disent c'était une fille facile et donc voilà, si elle n'avait pas été facile, elle n'aurait peut-être pas été assassinée. Et puis de la même façon, ils reprennent très souvent l'expression amoureux et conduit, drame passionnel, crime passionnel. Je conclus là-dessus, mais par exemple, il y avait une histoire d'une jeune fille de 17 ans qui avait été poursuivie par un type de 46 ans pendant 3 mois, avec qui elle était vaguement sortie pendant 3 jours. Le type l'a poursuivie, harcelée, etc. et a fini par l'assassiner. Et la presse parle d'un amoureux et conduit, alors que nous sommes bien d'accord, il ne s'agit pas d'un amoureux et conduit, il s'agit d'un assassin en puissance devenu assassin. Les ouvrages de vulgarisation psychologique sur le couple que j'ai étudiés, et Dieu sait s'il y en a, les rôles des femmes et des hommes sont nettement différenciés, soit à partir de leur caractère psychologique, soit à partir de leurs différences cervicales. Et là, je vais vous parler plus précisément justement de cette psychologie évolutionniste qui est née des travaux, probablement des 278 publications dont parlait Catherine Vidal tout à l'heure. Et pour ces auteurs qui se revendiquent de la psychologie évolutionniste, le rôle des hommes et des femmes, loin d'être dicté par la société, serait la résultante de leurs différences naturelles, cervicales et hormonales. Cette production fonde en effet les différences hommes-femmes à partir de données dites scientifiques, reprenant l'argument selon lequel la configuration des cerveaux masculins et féminins différerait parce que les hommes et les femmes n'ont pas eu les mêmes contraintes en termes de survie et de reproduction au cours de l'évolution. Les rôles particuliers de chaque sexe auraient ainsi progressivement forgé des structures cérébrales différentes et quasi immuables chez l'homme préhistorique chasseur, qui se repère bien dans l'espace, et chez la femme préhistorique gardienne du nid, qui a développé des capacités langagières. Parce que les hommes et les femmes seraient différents au niveau de la vue, de l'ouïe, de l'odorat, des hormones, parce qu'ils n'auraient pas les mêmes capacités spatiales, parce que leur cerveau ne fonctionnerait pas de la même manière, leur comportement et donc les rôles qu'ils sont amenés à remplir différeraient fondamentalement dans le couple, mais on peut le voir aussi ailleurs. Les femmes seraient sensibles, multitâches et émotives, là où les hommes seraient blindés, monotâches et s'autocontrôleraient. Elles chercheraient à être bien, aimeraient les gens, estimeraient les relations et seraient dans la coopération, là où les hommes chercheraient à faire bien, aimeraient les choses, estimeraient le travail et seraient dans la concurrence. Pour le docteur Loane Brizendine, qui vient de sortir un livre qui a eu une critique assez dithyrambique dans Télérama, ce qui fait quand même assez peur, le titre prometteur en est « Les secrets du cerveau féminin ». Les comportements, par exemple, dans les rapports amoureux des hommes qui chassent et des femmes qui choisissent, ne relèveraient pas de stéréotypes sociaux, mais de la transmission des gènes qui s'est perpétuée pendant des millions d'années. Je la cite, « Chez toutes les espèces, comme Darwin l'a noté, les mâles sont faits pour courtiser les femelles et les femelles choisissent parmi leurs prétendants. Il en va bien évidemment de même pour nous, même des millions d'années après. » Il est à noter également que de plus en plus de magazines féminins s'inspirent de la psychologie évolutionniste. Un article de Marie-France, par exemple, titre « Lui et moi, pourquoi nos esprits divergent ?» Et il explique ainsi aux femmes en 6 paragraphes que les différences de configuration neurobiologique entre les sexes permettent de comprendre la façon dont esprit féminin et esprit masculin divergent. Je cite, « Il est séduit parce qu'il voit « je suis ému », il cherche ses mots « je suis une pro de la tchatch », il voit en panoramique « je zoome à 200%, il est équipé d'un GPS « j'ai besoin d'une boussole », il est monomaniaque « je suis multifonction », il résout des équations « j'ai une calculette dans la tête ». À partir de là, la lectrice qui souhaite une relation de couple satisfaisante doit commencer par se soumettre à ces caractéristiques neurobiologiques féminines pour pouvoir ensuite se soumettre, bien évidemment, aux caractéristiques neurobiologiques masculines.
Et ce qui pourrait parfois apparaître comme des traits négatifs pour les hommes, par opposition aux traits positifs féminins, du style « il cherche ses mots »,« il est monomaniaque », parce qu'elles sont présentées comme naturelles et immuables, elles ont pour résultat de conduire les femmes à comprendre que les hommes ne souhaitent pas les dominer, mais qu'ils sont des hommes, et puis également de les accepter pour ce qu'ils sont. Et puis, d'autre part, dans la mesure où elles sont, sur certains domaines, mieux armées que les hommes, naturellement, un certain nombre de rôles et de tâches leur sont en quelque sorte prédestinés, dont celle de la conciliation travail-famille, puisqu'elles sont multifonctions. Je conclurai cette première partie par le cas glissant du beurre disparu, puisé dans le best-seller d'Alan et Barbara Pease, « Pourquoi les hommes n'écoutent jamais rien et les femmes ne savent pas lire les cartes routières ». Toutes les femmes du monde, écrivent-ils, ont eu au moins une fois dans leur vie une conversation semblable à celle qui va suivre. David, où est le beurre? Jeanne, dans le frigo. David, je regarde à l'intérieur mais je ne vois pas le beurre. Jeanne, il y est, je l'ai rangé il y a 10 minutes. David, non, tu l'as sûrement mis ailleurs, je ne trouve absolument aucune trace du beurre dans ce frigo. À cet instant, Jeanne entre dans la cuisine, tend le bras vers le frigo et comme par magie ressort une plaque de beurre. Ce dialogue, chaque lectrice peut le transposer alors en remplaçant le beurre par les chaussettes, la tétine du dernier-né ou les clés de la voiture. Et il montre que les auteurs sont d'abord très au fait des malentendus qui empoisonnent la vie conjugale des lectrices, mais il leur permet aussi de comprendre les véritables raisons de cette situation auxquelles les femmes seules n'auraient pas été en mesure d'accéder. Les femmes bénéficient d'une vision plus large et périphérique, dont les hommes sont inexorablement exclus de par leur passé préhistorique de chasseurs. On voit bien à travers cette littérature, et je reviendrai un peu plus tard dessus, qu'on assiste à une renaturalisation et une essentialisation des rôles sexués. Je vais vous parler donc de la langue française et de ses usages, et principalement d'un sujet qu'on a déjà abordé à l'issue de la première table ronde, de la féminisation des noms de métiers. Donc j'ai travaillé sur la question de la féminisation des noms de métiers, non pas d'un point de vue de linguiste pour dire ce qu'il faut dire, mais en étudiant plutôt les arguments qui étaient échangés dans les controverses. Donc c'est pas étonnant que la question ait émergé à l'issue de la première table ronde, parce que c'est une question qui fait beaucoup parler. Et donc mon travail a été d'analyser les arguments qui étaient en présence en faveur et souvent contre la féminisation des noms de métiers. Alors, pour donner une première réponse à la question quel rôle attribue le langage implicitement ou explicitement aux femmes, je vais d'abord donner une première réponse qui va être simple et que je vais complexifier au fur et à mesure. On pourrait dire que les usages en vigueur pour désigner les femmes et les hommes dans la sphère publique et professionnelle reconnaissent une division sexuelle des rôles. Ou, si on veut le dire autrement, à chaque époque concernée, les usages linguistiques tracent la frontière de ce qu'il est légitime ou non d'exercer comme métier ou comme fonction pour une femme. Parce que, bien entendu, et vous l'avez déjà sans doute constaté, les femmes ne sont pas nommées au féminin dans tous les métiers et dans toutes les fonctions. Et c'est un petit peu en partant de ce constat qu'il y avait en quelque sorte, il n'y avait pas eu un équilibre dans les désignations que, au milieu des années 80, Yvette Roudy avait créé une commission chargée de féminiser les noms de métiers. Une commission qui a été à l'origine, on peut dire, de la première controverse sur le sujet. Alors concrètement, elle partait d'un constat, mais un constat qui semble évident et qui a été, on peut dire, qui a été appuyé, argumenté aujourd'hui, mais qui à l'époque ne fait pas du tout l'unanimité. Donc elle partait du constat qu'il est simple de désigner les femmes dans des métiers typiquement féminins comme infirmière par exemple, socialement peu valorisés ou hiérarchiquement subalternes. On peut penser à ouvrière ou à hôtesse. On a tout de suite le terme féminin qui vient à l'esprit et qui est dans l'usage. Par contre, dès qu'on grimpe dans la hiérarchie professionnelle ou sociale, et surtout principalement dans la sphère du pouvoir, tout à coup les usages se rigidifient et soulèvent bien entendu des questions. Donc Yvette Roudy disait elle-même, en fait elle s'insurgeait contre le décret qu'il avait nommé le ministre. C'est vrai que c'était en 1984. Aujourd'hui, les usages ont évolué, mais
on constate, enfin ils ont évolué. Ils ont évolué à partir, il y a un tournant à partir de la fin des années 90 et on peut dire que du point de vue des usages politiques, c'est le gouvernement de Lionel Jospin en 1997 qui a marqué, on peut dire, une vraie féminisation des fonctions politiques puisqu'à l'époque, toutes les femmes membres de son gouvernement se font nommer au féminin et c'est ce qui suscite la deuxième controverse où l'Académie va s'insurger contre ces libertés prises avec l'usage. Et on peut dire que l'usage évolue parce qu'aujourd'hui, j'y reviendrai un petit peu plus tard, c'est vrai que la ministre est entrée dans l'usage, mais dans le gouvernement actuel, pas toutes les femmes ministres acceptent d'être nommées la ministre. Donc on voit qu'il y a une certaine évolution, mais cette évolution, elle est aussi susceptible de retour en arrière. Alors pour donner 2 autres petits exemples, bien entendu, on connaît la directrice. Alors, la directrice d'école maternelle, pas de problème, mais dès que vous devenez directrice d'administration centrale, à ce moment-là, on redevient le directeur. De la même façon avec préfet, préfète. Préfet, pas de problème, si vous voulez, pour une femme qui exerce la fonction, préfète, on vous dit, mais ça a toujours été l'épouse du préfet. Alors, j'ai pris ces 3 exemples qui sont ministre, préfète et directrice, pour bien souligner une chose, c'est que, en fait, ce n'est pas la langue qui constitue un obstacle. Ce n'est pas la grammaire qui empêche de le faire, puisqu'on peut, si vous voulez, on peut nommer une directrice quand elle est directrice d'école maternelle, on peut nommer une préfète quand elle a épousé le préfet. Donc, si vous voulez, c'est jamais la grammaire qui empêche, si vous voulez, de nommer. Donc, quand je dis que la langue reconnaît une certaine division sexuelle des rôles, je ne dis pas que la grammaire le reconnaît, mais bien que les usages en vigueur à une époque donnée et dans une société donnée vous donnent une idée de ce qui est légitime ou pas. Parce qu'au fond, quelque part, la grammaire, elle permet tout. La grammaire permet tout, et c'est ce qu'a montré le guide Femmes, j'écris ton nom, qui a été publié à l'issue de la 2e controverse et qui vous donne un lexique des noms féminins et de noms masculins. Alors pour complexifier, encore je termine par là, pour complexifier ma réponse, si vous voulez, moi je dirais plutôt que la langue a un rôle encore plus fort que reconnaître, c'est-à-dire qu'elle joue un rôle de rempart. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les femmes, par exemple, sont devenues légitimes et ont conquis leur place dans les professions masculines, on a remarqué, et donc ça c'était à peu près au début du 19e siècle, tournant du 19e siècle, on a remarqué, si vous voulez, qu'à l'époque, l'usage du féminin était très facile pour les nommer dans la sphère sociale, mais que tout à coup, si vous voulez, on se mettait à les nommer au masculin quand elles entraient dans ces professions. Et donc j'avais posé l'hypothèse, sur laquelle je reviendrai peut-être, que quelque part, comme on ne pouvait pas leur empêcher l'accès, le langage, la langue et les usages étaient le seul moyen qu'on avait de leur ôter cette visibilité qu'elles auraient pu conquérir. La 2e question qui vous est posée à toutes et à chacune, c'est est-ce que vous pouvez nous présenter une action, une initiative ou une étude que vous avez menée pour faire bouger ces rôles dont vous venez de nous faire état? J'ai choisi de présenter l'étude sur les spectacles pour le jeune public, c'est-à-dire pour les moins de 16 ans, qui est menée cette année sous l'égide de Renpra, qui est ici présente, chargée de mission à l'égalité hommes-femmes au ministère de la Culture, suite à son état des lieux de 2006, qui a d'ailleurs été cité aussi en introduction. J'évoquerai plus précisément le premier volet de cette étude, qui concerne les catalogues de saison et des festivals 2006-2007. Il y a un second volet qui suivra sur la réception des spectacles, qui concerne donc toutes les disciplines, pas seulement le théâtre, mais aussi le cirque, la danse, les concerts. Et j'ai choisi cette étude pour son angle nouveau adopté, à savoir non pas les spectacles eux-mêmes, mais les documents de communication, les présentations de ces spectacles, parce que ces présentations mettent en exergue certaines informations pour séduire le public. Et donc je pense que ces présentations révèlent l'état de notre conscience à la question de l'égalité. Donc 990 présentations de spectacles ont été passées au crible selon 2 axes. D'une part, la fabrication du spectacle au sein d'un secteur que l'on sait traditionnellement masculin. Quel est le sexe des équipes qui opèrent pour le jeune public, ou du moins, dans les présentations, quels sont les intervenants et les intervenantes qu'on estime nécessaire de citer. Et d'autre part, les résumés des histoires, quels sont les personnages de prédilection et leurs caractéristiques dans ces productions.
Alors qu'ils soient créateurs ou créatrices, interprètes ou collaborateurs et collaboratrices artistiques, en moyenne, 9 personnes interviennent par spectacle, souvent pour le jeune public occupant plusieurs fonctions. Il s'avère, malgré l'importance de ce nombre de personnes, que les hommes sont toujours plus nombreux, en nombre, globalement et dans chaque domaine de la création, et qu'ils investissent un plus grand nombre de spectacles que les femmes. En gros, les enfants ont plus de chances de voir un spectacle avec des hommes intervenants. En examinant la mixité, considérée au sens large, c'est-à-dire qu'il y ait au moins un homme ou une femme dans l'équipe, vous voyez que c'est un critère assez bas, 72% des spectacles examinés sont fabriqués par une équipe mixte. 72% seulement, ai-je envie de dire, puisque 23% des spectacles sont exclusivement fabriqués par des hommes, contre 5% seulement par des femmes. Minoritaires, les femmes ne sont pas exclues. Comment entrent-elles donc dans ce secteur du jeune public? D'abord, elles sont sur les créneaux qui offrent le plus de possibilités. Par exemple, elles sont plutôt interprètes que créatrices. Elles choisissent plutôt la discipline des arts du texte à celle du cirque qui est minoritaire, ou bien elles choisissent la thématique majoritaire du ludique. Deuxième stratégie, elles se positionnent par rapport au rôle de sexe attendu. Elles sont plus nombreuses dans la danse. Pour les tout petits, les 0-6 ans, plutôt que les 6-10 ans, et sur le thème de l'exploration de l'intimité, plutôt que sur le thème de l'ouverture aux autres, qui est un thème choisi par les hommes. Ensuite, troisième stratégie, elle constitue à l'instar des hommes, mais évidemment sans commune mesure, des univers de fabrication ségrégatifs exclusivement féminins. Alors qu'en est-il de la société fictive des personnages ? Alors la société des personnages est bien humaine, a bien de sexe, mais il n'y a pas de parité numérique. 60% de masculin, 40% de féminin, et le déséquilibre est plus flagrant encore pour les générations, puisque dans les spectacles jeunes publics, ce sont à 73% des adultes. Se détache très nettement un personnage de prédilection. Ici, l'adulte masculin, presque un personnage sur deux dans ces spectacles, est un homme. Celui-ci constitue d'autant plus un modèle d'humanité qu'il est le personnage le plus décrit, en qualité, en action, en interaction, et les autres catégories apparaissent donc comme des minorités. Alors comment s'agencent les sexes dans ce cadre de domination masculine numérique et qualitative? On ne détecte pas là encore de stéréotypes flagrants, on ne constate pas d'exclusion. Pour autant, la distinction majeure entre les personnages hommes et les personnages femmes concerne leur inscription préférentielle dans une des sphères de vie. La sphère privée, on s'en doute pour les femmes, publique pour les personnages masculins. Un homme sur deux est désigné par un statut professionnel, une femme sur deux par un lien familial. Pour autant, il y a des femmes désignées par un statut professionnel, il y a des hommes désignés par un statut familial, et il s'agit dans les deux cas des mêmes métiers ou des mêmes liens, parents ou époux. Alors, les actions confirment la construction des rapports de genre, non sur la complémentarité des sexes, mais sur les écarts entre les sexes. L'activité phare pour les hommes comme pour les femmes, les personnages masculins comme pour les personnages féminins, c'est la sociabilité positive. Après, les femmes se livrent à des actions d'aventure et de vie quotidienne, dont les tâches domestiques, alors que les hommes mènent des activités professionnelles et des activités aussi d'aventure qu'on retrouve, ainsi que des activités de violence, des actions violentes comme disputer, battre, etc. Alors, de plus, comme je le disais tout à l'heure, les femmes les portraits des femmes vont porter trace, marginalement certes, mais de quelques stéréotypes classiques. Elles sont plus amoureuses, plus porteuses d'actions de soutien, exercent davantage dans des métiers de soins. En conclusion, les hommes sont à la fois numériquement hégémoniques et porteurs de davantage de caractéristiques humaines, et ils dessinent ainsi une sorte de neutre universel, d'autant que, contrairement à la réalité, ils neutralisent les territoires féminins comme l'espace familial. Je vais dire deux mots d'une étude qui a été réalisée à 4 reprises, je pense maintenant, à l'Association des femmes journalistes, et qui consiste à compter où sont les femmes et où sont les hommes dans la presse d'information générale. Donc il ne s'agit pas du tout des journaux thématiques, des magazines spécialisés, etc. etc. Il s'agit une fois de plus de Libération, Le Monde, Le Figaro, quelques radios. On a dû faire... je regarde Isabelle Germain qui s'occupe d'association des femmes journalistes maintenant, Ouest France, etc. Si vous prenez un jour normal,
oui, genre pas le 8 mars par exemple, vous prenez un jour normal et vous prenez un stylo bleu et un stylo rose, puisque c'est comme ça qu'on fait, et vous entourez les noms de filles et les noms de garçons, tout au long d'un journal, et bien à la fin, une fois que vous en avez fait plein comme ça, etc., vous arrivez globalement à 17% de femmes citées dans la presse pour 83% d'hommes. Donc je ne parle pas des femmes journalistes, là je parle des femmes, enfin Ségolène Royal, un point quoi, hein, voyez, voilà, donc qui sont citées dans la presse. Quand elles y sont, c'est aussi là une série de facteurs différents de celui des hommes, c'est-à-dire qu'elles sont plus souvent anonymes que les hommes. Les journalistes ne pensent pas forcément à leur demander comment elles s'appellent. Elles sont plus souvent là avec un prénom que les hommes, et elles sont plus souvent là aussi dans des fonctions, j'ai horreur de ce genre de calcul, mais enfin c'est quand même comme ça, hiérarchiquement inférieures, si on aime les pensées verticales, aux hommes. Par exemple, les journalistes débarquent dans un hôpital et vont faire un reportage là-bas. Ça marche aussi très bien au journal télévisé, très bien le journal télévisé pour ça, c'est super. Et donc ils vont voir un médecin qui va donc être appelé, il y aura écrit en dessous le professeur Jean Dupont, cardiologue, et ensuite on va aller voir une femme et on va la mettre Fabienne infirmière. Donc parce que d'abord c'est moins important hiérarchiquement, tout ça, c'est pas la peine, tout ça. Ça marche très bien avec les jeunes de banlieue aussi, ils ont toujours que des prénoms. Donc, ce qui montre quand même effectivement que comme disent les féministes américaines, si on n'est pas un homme blanc hétérosexuel, catégorie supérieure, etc., on vaut moins. Voilà. Donc elles sont quand elles y sont, c'est parce qu'elles sont victimes d'un phénomène, par exemple une catastrophe naturelle, etc. Il y a un tremblement de terre, je sais pas où, les journalistes y débarquent et ils disent aux femmes comment vous organisez la survie. Donc, évidemment, c'est elles qui vont chercher de quoi nourrir les enfants, tout ça, c'est la famille, les femmes, la sphère privée, voilà. Donc, elles sont souvent là parce que quand elles y sont, c'est parce qu'elles sont victimes et évidemment, on ne compte pas les stars qui sont aussi là pour des raisons qu'on pourrait critiquer également. Par ça, vous avez l'impression souvent quand vous lisez par exemple un magazine qu'elles sont très souvent là, c'est parce qu'elles sont dans les publicités. Donc si vous voyez les illustrations, les propos tenus dans les articles, ils sont principalement masculins, comme si les lecteurs n'étaient que des hommes. D'ailleurs, ça exclut les femmes. Mais comme vous avez vu toutes ces photos de publicité où elles sont là en tant que mannequins, évidemment, visuellement, on a l'impression qu'il y a eu quand même beaucoup de femmes. Donc cette espèce de discrimination, consciente ou inconsciente, et peut-être un peu plus inconsciente qu'autre chose de la part des journalistes. On nous dit souvent, mais que font les femmes journalistes? La réponse est, premièrement, oui, les journalistes femmes sont maintenant 40% de la profession en carte, avec une carte de presse. Elles sont 50% dans les écoles, elles sont 40% dans la profession, donc il y en a 10% qui va faire autre chose, ou qui est en situation précaire, ou qui rentre dans la com, la publicité, etc., relations publiques. Et à part ça, on n'apprend pas du tout aux journalistes dans les écoles de journalistes à avoir la moindre notion des questions d'égalité, de sexisme, tout ça. Ils n'en ont jamais entendu parler. Et nous, quand on débarque pour faire des formations là-dessus, ils sont plutôt réticents parce que c'est quand même un peu subversif. Et il ne faut surtout pas être subversif dans les écoles de journalisme. Voilà. Et la dernière chose, à la décharge de nos collègues journalistes, c'est que les femmes ont tendance à se mettre en retrait et les hommes ont tendance à se mettre en avant. Ils se sentent plus légitimes, elles ne se sentent pas légitimes. Et combien de fois on arrive, même nous, sensibilisés à ces questions-là, on arrive sur des sujets, des reportages et tout ça, et elles vont dire « demandez à mon mari, demandez à mon chef, demandez à machin », et comme si la parole intelligente devait être simplement celle des hommes. Et ça, c'est un vrai problème qui est d'aller contre la timidité, le complexe, je ne sais pas comment on peut dire ça, qu'ont les femmes vis-à-vis de leur propre intelligence. Alors, pour la petite histoire, il y a quelques années, au cours d'une soirée, évidemment, au bout d'un moment, on en vient à aborder les problèmes de couple, les questions de la conciliation. Et puis, probablement, une femme exaspérée par mes propos un peu trop féministes à son goût, me dit à un moment en s'énervant « Mais t'as qu'à lire pourquoi les hommes n'écoutent jamais rien et les femmes ne savent pas lire les cartes routières, tu vas beaucoup mieux comprendre pourquoi les hommes et les femmes n'arrivent pas à communiquer. » Donc évidemment, je me suis précipitée sur l'ouvrage en question et après être tombée dedans, j'en ai lu une vingtaine du même acabit, certains s'inspirant de la psychologie, d'autres de la psychologie évolutionniste, mais tous avec des rôles très précis sur les hommes et les femmes.
Alors d'abord, j'ai cherché à comprendre le succès de cette littérature, parce qu'indéniablement, elle plaît, et elle plaît énormément, et ça dure. Depuis un certain nombre d'années, il suffit d'aller à la FNAC pour le voir. Alors il me semble que ce succès tient en premier lieu au fait qu'elle se propose de restaurer une communication propre à faire vivre et durer le couple d'une façon désirable, intéressante et novatrice, en prenant en compte les nouvelles aspirations en matière d'amour, de réalisation de soi et d'autonomie. En ce sens, elle se présente comme une littérature salvatrice d'un couple précarisé par diverses mutations sociales. Mais elle est également extrêmement manipulatoire, dans le sens où elle semble en permanence s'adresser aux deux sexes. Très souvent, on a autant de conseils pour les hommes que de conseils pour les femmes, alors qu'elle se charge avant tout, je ne pourrais pas détailler ici, d'expliquer aux femmes comment harmoniser une relation au sein de laquelle un membre continuera de résister au changement. Elle sous-entend également que la capacité des femmes à être heureuses en couple a été compromise par elles-mêmes, par un féminisme exacerbé, et que celles-ci doivent aujourd'hui travailler sur elles-mêmes afin d'assimiler le mode de pensée du sexe opposé, de modifier les comportements qui les desservent et d'apprendre à mobiliser leurs ressources internes pour construire des relations amoureuses harmonieuses. En ce sens, sous couvert de s'adresser aux deux membres de couple, ces ouvrages ne sont finalement que de nouveaux traités de savoir-vivre à l'usage des femmes. Leur vocation véritable reste profondément ségrégationniste et se contente de permettre aux femmes de glisser sans trop de difficulté de leur rôle ancestral de gardienne du nid à leur rôle moderne de sauvegardienne du couple, ou mieux encore de les cumuler. Et on peut un peu comparer ça. Autrefois, dans les contes pour enfants, il y avait une jeune et jolie princesse, et elle était chargée d'extraire ce qui était noble chez le prince crapaud, en traitant la bête avec confiance et affection pour révéler son soi caché, sensible et humain. Grâce à ce travail d'amour, elle devenait la première bénéficiaire de cette transformation, puisque son crapaud devenu prince l'épousait et l'emmenait vivre dans son château. Aujourd'hui, dans la littérature psy, les femmes devraient réaliser un travail sur elles-mêmes pour se dégager du féminisme et par là libérer les hommes de leur propre emprisonnement. Grâce à ce travail, elles auraient une chance de bénéficier d'un conjoint aimant, amoureux, désirant et d'une vie de couple durable et harmonieuse. Ces ouvrages impartissent ainsi aux femmes un nouveau rôle et une nouvelle posture psychique inédite, conduire le conjoint à l'intimité, à l'expression des sentiments et à la communication. Alors peut-on se demander pourquoi la femme deviendrait-elle le fer de lance d'une transformation psychologique salvatrice de l'homme? D'abord parce qu'elle est attachée à décoder les comportements masculins pour améliorer ses relations avec les hommes. Ensuite, parce que ses qualités naturelles d'ouverture, de compassion, d'introspection feraient d'elle l'élément du couple le plus à même d'étudier ses propres sentiments et de se comprendre et de comprendre l'autre. Pour exemple, Alan Gratz, qui est psychologue clinicien spécialisé dans une clientèle masculine, considère que son livre s'adresse d'abord aux femmes parce qu'il est persuadé que les femmes chercheront toujours à décoder les comportements masculins afin d'améliorer leur relation avec les hommes et que cela constitue pour elles un enjeu prioritaire. Donc il y a 200 pages où il parle des hommes pour les femmes. La fierté de contribuer à l'épanouissement du conjoint, la satisfaction de se sentir indispensable à la révélation du compagnon, le sentiment de l'importance de la tâche qui consiste à éveiller l'homme à lui-même, loin d'apparaître comme un nouvel assujettissement à des rôles imposés du dehors, prend dans cette littérature l'allure d'un véritable pouvoir d'influence au sein duquel les femmes seraient censées s'épanouir. Pour conclure, il semble que dans cette littérature, de façon globale, les hommes sont décrits comme emprisonnés dans leur système de défense affectif et les femmes comme seules capables de gérer le sexe opposé afin de forger une relation de couple harmonieuse. Mais ce, bien entendu, à condition qu'elles n'écoutent plus les sirènes du féminisme, qu'elles abandonnent une guerre des sexes qui ferait rage depuis 40 ans et qu'elles consentent enfin à ne plus vouloir prendre le pouvoir aux hommes. Alors, j'avais pensé vous parler de ce que Geneviève a cité en introduction pour nous présenter, c'est-à-dire de ma participation au comité, il avait un nom très compliqué, comité de pilotage pour l'égal accès des femmes et des hommes aux emplois supérieurs des fonctions publiques. C'était en 2000 et je venais juste de soutenir ma thèse et ce comité avait été formé dans la dynamique paritaire. Il était présidé par Anicet Le Pors et une action dont j'étais particulièrement fière, c'est que j'étais directement allée voir Anicet Le Pors et puis je lui avais dit, si vous voulez parler de l'accès des femmes et des hommes aux emplois supérieurs des fonctions publiques, comme à toute fonction supérieure, soit ou non dans la fonction publique, il faut intégrer la question des usages linguistiques dans votre réflexion. Et en fait, il m'avait écouté, il m'avait demandé une note,
il m'avait auditionné et puis j'ai fait partie du comité ensuite. Et donc, ça, c'est une action dont j'étais quand même particulièrement fière. Néanmoins, j'ai choisi de parler d'autre chose parce que l'actualité et puis les questions qui sont posées m'amènent à vous présenter une action qui est une action véritablement collective, qui est le fruit de nos énergies au sein de cette institution. Alors, cette action, elle a consisté à faire cette brochure que je vous présente en primeur. Donc, vous avez la primeur qui s'appelle « Le genre dans la communication de la région Île-de-France ». Alors, cette brochure, bien évidemment, elle est à l'initiative de plusieurs personnes. Alors, je vais tout d'abord citer Michèle Loup, qui est conseillère régionale en charge d'une mission sur la parité, qui porte cette question, j'ai envie de dire, avec beaucoup de conviction et qui la porte de façon idéologique dans cette maison. Et depuis que nous nous connaissons avec Michèle depuis 2004, elle s'est beaucoup intéressée à ce que j'ai fait. Nous avons eu beaucoup d'échanges et donc c'est vrai qu'on a une certaine connivence sur cette question-là. Donc Michèle est à l'origine, elle a porté politiquement ce projet. Et puis bien évidemment, il y a le politique et puis il y a aussi l'administration. Dans l'administration, c'est Isabelle Michelet, directrice de la communication, qui elle, de son point de vue, était soucieuse d'améliorer les outils de la communication et qui était aussi personnellement intéressée par ces questions-là. Donc c'est une, si vous voulez, une conjonction en quelque sorte d'énergie et d'intérêt qui nous a fait penser qu'on pouvait améliorer les choses parce que, bien entendu, la question que posait Marie-Christine Aubin tout à l'heure, on se l'est posée aussi, c'est-à-dire que la région est productrice de discours, elle produit des brochures, elle produit des expositions, elle produit des livrets, elle produit de la communication interne aussi à destination de ses agents. Et bien évidemment, cette communication, elle peut être améliorée et c'est vrai qu'elle ne prend pas toujours en compte. Je ne dis pas toujours parce que tout n'était pas à faire. On ne va pas dire que tout était à faire quand on est arrivé et qu'on a apporté les idées, mais on s'est dit, au fond, il y a des efforts qui sont faits et cet effort, il pourrait être formalisé, il pourrait être, on va dire, structuré. Et c'est ce qu'on a essayé de faire en rédigeant ces 10 règles d'or. Alors, comment on s'y est pris? On s'y est pris, on a fait des petites réunions, on a créé un petit groupe auquel se sont agrégés des membres de l'administration. Je citais aussi Françoise Belay qui est là, qui travaille dans la lutte contre les discriminations dans l'administration régionale et qui nous a beaucoup aidés. Et Isabelle Michelet a rassemblé toutes les personnes qui, à la direction de la communication, alors ça peut être des personnes qui s'occupent de l'édition, qui s'occupent des photos, qui s'occupent de l'Internet. Et donc régulièrement, on a eu des petites réunions thématiques où vous aviez des praticiens de la communication qui nous exprimaient quelles étaient leurs difficultés, quelles étaient leurs contraintes dans leur métier, parce que c'est vrai que c'est un métier qui a des contraintes de fabriquer des visuels. Et nous, de notre côté, on essayait de faire avancer les choses et de leur dire, mais de ce point de vue-là, est-ce que vous ne pourriez pas, par exemple, et bien évidemment, le guide du lycéen a été au cœur de nos échanges. Et donc, ce guide du lycéen, c'est vrai que il nous a choqués dès le départ, j'ai envie de dire, Michèle Loup et moi-même. Et puis, c'est vrai que moi, j'avais également une expérience dans l'éducation nationale et c'est vrai que quand on voit vos interlocuteurs et qu'on voit assistants sociaux, qu'on voit médecins scolaires, qu'on voit infirmiers, si vous êtes passé une seule journée dans un lycée, vous savez qu'à 99,99%, ces interlocuteurs sont des interlocutrices. Donc c'est vrai que non seulement il y avait le public lycéen, mais il y avait aussi bien évidemment toutes les professions qui sont autour. Donc on a essayé d'avancer, d'essayer de partager au fond nos objectifs et nos réflexions. Et je crois qu'on a eu des réunions qui étaient très intéressantes, qui étaient musclées, on va dire. Alors c'est vrai que on se heurte aux difficultés qui sont, et j'ai envie de dire, pour moi qui avais étudié la question d'un point de vue peut-être plus théorique, les controverses plus théoriques, on se retrouve soi-même dans la controverse, et on se retrouve face à des personnes qui vous disent tout a déjà été fait, c'est ce qu'on nous dit en général quand on s'occupe d'égalité, qui vous disent quand on travaille sur la langue est neutre, où il y a une seule norme. Et en fait, il faut travailler là-dessus. Et puis en plus, vous avez affaire à des gens, bien évidemment, qui sont des gens qui sont cultivés, qui connaissent bien leur métier. Et j'ai envie de dire, pour connaître aussi bien l'éducation nationale, les gens cultivés sont souvent ceux avec lesquels il y a le plus de résistance.
Et c'est vrai qu'on a dû travailler à ça parce que l'idée qu'il y a plusieurs normes en concurrence et que ces normes-là, le choix entre l'une et l'autre est un choix politique, c'est quelque chose d'énorme à admettre. Alors voilà, donc j'ai le plaisir de vous présenter cette brochure qui est encore sous forme de bon à tirer. Et donc, je vous cite juste deux petits des 10 points. Donc, le premier point, qui est être volontariste dans la lutte contre l'invisibilité des femmes, les stéréotypes, les rôles sexués, les inégalités et la hiérarchisation. Et le quatrième point, qui me tient particulièrement à cœur, promouvoir les noms féminins en utilisant les formes féminines reconnues des noms de métiers, fonctions, grades ou titres, comme cela se fait par exemple dans le journal officiel de la République française, à partir du guide « Femme, j'écris ton nom » publié à la Documentation française. Destiné à vous quatre, donc diriez-vous que les producteurs d'images, d'œuvres culturelles ou de discours pour le grand public, donc sur lesquels vous avez travaillé, ou vous travaillez, sont devenus sensibles à la question de l'égalité? Et est-ce que vous êtes, même question que pour la table ronde précédente, optimiste ou pessimiste pour l'avenir? S'interroger sur la sensibilité aux enjeux de l'égalité soulève à mon sens la question du comment mesurer cette sensibilité et de son éventuelle évolution ou régression. Mais aussi soulève la question de savoir ce que serait, par exemple, dans le cas qui me concerne, une production culturelle, disons, non sexiste. En outre, puisque les différents types d'études que j'ai signalés se revendiquent comme des outils d'apprentissage de culture partagée et de citoyenneté, voire comme lieu de médiation entre les générations, avec les familles et le quartier dans le cas du jeune public. Puisque ces productions continuent à véhiculer des représentations déséquilibrées, on ne peut éluder la question de savoir comment faire évoluer la situation. Alors d'abord, disons qu'il y a une sensibilisation non tant aux enjeux de l'égalité qu'au discours de l'égalité. On l'a signalé à plusieurs reprises, c'est-à-dire qu'il y a une sensibilisation au discours mythique de l'égalité, selon les termes de Liana Lovy, d'autant que ces productions sont fortement implantées dans le monde scolaire et sont porteurs, je l'ai déjà dit, d'enjeux économiques importants. Mais je ne méconnais pas qu'il peut y avoir aussi une adhésion sincère à la valeur égalité. Par exemple, dans le cas de l'étude dont je parlais tout à l'heure sur le spectacle jeune public, les programmateurs et programmatrices de spectacles ont légitimé et encouragé une étude des spectacles pour le jeune public, parce qu'ils souhaitaient avoir un retour justement sur les représentations qu'ils véhiculaient. Il y a aussi des éditeurs, des éditrices qui tentent de produire une autre littérature de jeunesse qui intègre au moins ce questionnement sur la différence des sexes. Mais il ne faut pas non plus omettre les effets pervers de cette conjonction d'intérêts économiques et de l'égalité qui conduisent par exemple certains éditeurs à produire de la presse et des livres destinés spécifiquement aux filles, et ça pour des filles de plus en plus petites. Alors, les résistances sont en effet de deux ordres, enfin de deux ordres au moins. D'abord, il ne faut pas le cacher, on heurte les privilèges masculins, on se heurte au pouvoir masculin, et on ne peut pas ne pas faire l'hypothèse que la diffusion multimédiatique massive de représentations sexuées asymétriques est une forme de contrôle du processus d'émancipation féminine que connaît la société, notamment grâce à l'institution scolaire. La deuxième forme de résistance, c'est la croyance vivace d'une différence naturelle des sexes et surtout de sa nécessité que l'égalité risque de mettre à mal, voire d'abolir. C'est le fameux risque de confusion qui a été déjà évoqué, d'autant que, ne l'oublions pas, nous sommes dans le domaine de l'éducation et que ce sont des enfants qu'il faut élever. Alors cette juxtaposition paradoxale d'un discours sur l'égalité et de la croyance à la différence peut expliquer les résultats obtenus que j'ai cités, le gommage des stéréotypes et l'extension du portrait masculin, et parallèlement aussi l'effacement des personnages féminins ou la persistance d'un féminin cas spécifique comme déclinaison du masculin. En réalité, parler des enjeux de l'égalité exige de se confronter à la question d'une œuvre, en tout cas d'un outil pédagogique non sexiste. Et cette question est liée à la vision politique de la société qu'on peut avoir. Si on souhaite, comme c'est mon cas, la possibilité pour chaque être humain de se réaliser selon ses potentialités et ses désirs, et non pas selon les assignations de son sexe ou d'une quelconque
d'une quelconque honte, de ces caractéristiques sociales, alors, comme nous l'avons dit dans un récent manuel, effectivement, on peut promouvoir une méthode qui serait d'abord d'essayer d'arriver à un équilibre numérique entre les sexes, mais étant donné le déséquilibre, ce n'est pas facile, à l'ouverture de tous les possibles humains concernant les portraits, et surtout à des interactions diversifiées entre les sexes et les âges, bref, à une diversification des modèles qui soit portée et par le sexe féminin et par le sexe masculin. Puisque nous sommes souvent dans la fiction, je pense au théâtre, au spectacle jeune public ou à la littérature, on pourrait aussi penser aller plus loin et envisager, pour certains personnages au moins, peut-être pas pour tous, mais à la neutralisation des sexes. Pour autant, est-ce qu'on produira de l'égalité avec des ouvrages tels que ceux qui pourraient être produits avec cette méthode ? Je n'en suis pas sûre, d'abord parce qu'on ne va pas jeter toutes les productions qui existent, et deuxièmement parce qu'entrent en jeu des médiateurs et des médiatrices, c'est-à-dire les parents et les éducateurs et les éducatrices, qui, eux et elles, initient les enfants à la lecture, au spectacle, et qui proposent ou non une réflexion critique. Donc, malgré l'existence d'une convention, on peut le rappeler ici, d'une convention interministérielle pour l'égalité dans les systèmes éducatifs, qui a été récemment renouvelée en 2006, on se rend compte, ça a été dit, que les enjeux ne sont jamais intégrés comme axe de réflexion, par exemple dans le choix des livres ou des spectacles au sein de l'éducation nationale. Alors, pour être optimiste, il faudrait que deux conditions, à mon sens, soient requises. D'abord, qu'il y ait plus d'études sur les sujets, et notamment des études qui ouvrent sur le champ de la réception pour montrer les effets des représentations qui, n'oublions pas, sous-tendent les discours et les pratiques, et que, au minimum, les éducateurs et les éducatrices soient sensibilisés à un regard aiguisé sur ces représentations et à la question non seulement de l'égalité, mais des enjeux de l'égalité. Alors, on peut postuler, puisque les sphères des individus sont interdépendantes, que les principes, les discours, les pratiques professionnels affichés dans la sphère publique pourront influer sur la vie privée, et j'allais dire réciproquement. Je voudrais dire que je suis évidemment pessimiste et optimiste, c'est-à-dire je suis pessimiste parce que je suis extrêmement préoccupée par la production active de sexisme violent dans les médias, notamment les émissions de divertissement, notamment les émissions culturelles, divertissement, enfin parce que c'est un peu mélangé là en ce moment, et notamment la place qui est donnée à des types absolument épouvantables auxquels je ne veux faire aucune publicité, mais pour que vous compreniez bien de qui je parle, des gens comme Éric Zemmour, Alain Soral, etc., qui sont vraiment des gens extrêmement nocifs. Je trouve, moi, qu'ils me font pas rire 2 secondes et je les trouve extrêmement graves. Et il y a une connivence de ces types-là avec certains de leurs camarades journalistes qui, finalement, à se mettre ensemble et à leur faire une pub à ce point, à des heures de grande audience, de fort audimat, etc., finalement en train de casser tout ce qu'on est en train de faire. Donc c'est très, très énervant. On aimerait bien les voir un peu moins souvent et ne plus les entendre du tout, d'autant qu'ils sont pour une société séparatiste, non mixte, pour ce qu'on disait tout à l'heure, c'est tout à fait pas du tout pareil les garçons et les filles, etc. Et ce sont des types qui produisent un sexisme, je veux dire, où les hommes sont supérieurs aux femmes. C'est absolument insupportable. Je ne sais même pas, franchement, vous allez me trouver trop radical, c'est pas grave. Comment ça se fait qu'ils aient le droit d'aller prendre la parole sur des plateaux de télévision? Voilà. En attendant, il y a des tas de gens qui travaillent sur ces questions-là de façon beaucoup plus sympathique et qui se heurtent au problème d'être un peu moins présents dans les médias. Pourquoi? Parce que le féminisme, c'est pas glamour, donc ils sont très embêtés à la télévision, notamment avec ça. Moi, il y a des journalistes qui m'ont dit « Vous êtes féministe, vous n'avez pas l'air ». Ils étaient très rassurés, tout d'un coup, j'ai pas l'air. Il y en a même un qui m'a dit « Vous êtes féministe, vous n'en avez pas besoin », mais c'était il y a quelques années quand même. Enfin bon, et donc... C'est génial, ils se permettent des trucs, vous ne pouvez pas savoir. Hein. Il y en a qui me disent en direct, mais alors vous avez des problèmes avec votre père, je sais pas quoi, des mecs que tu n'as jamais vu de ta vie qui se permettent des questions comme ça. Il y en a eu un quand j'ai sorti le livre qui s'appelait Les mecs lourds ou le paternalisme lubrique. Alors c'est un titre marrant qui m'a été imposé par l'éditeur, parce que moi je voulais appeler ça paternalisme lubrique. C'est un comportement entre la drague et le harcèlement sexuel qui importune les femmes, surtout jeunes, en position, disons, inférieure hiérarchiquement à cet instant précis. Bien, alors...
j'ai été invitée dans des émissions grand public, et alors à la fin vous dites toujours oui, parce qu'il faut bien quand même toucher les lectrices, puisque c'est grand public, etc. Et Coé, qui maintenant fait fureur à la télévision, il prend le bouquin, etc. C'était sur Europe 2, il me dit oh là là, c'est un vrai livre. Ben, il voit que des CD, donc évidemment c'était un vrai livre. Et il me dit j'ai une première question, et franchement le mec il a une émission qui s'adresse exactement à mon lectorat. C'était des femmes de 23 ans, quoi. Et il me dit j'ai une première question, et voilà ma première question, est-ce que vous portez un string? C'était quand même, je veux dire, alors ça peut être un peu drôle comme ça quand on raconte l'histoire, mais vous le prenez quand même en direct. Je veux dire, c'est 2 ans de boulot, c'est quand même des interviews, la lecture des journaux, des espèces de trucs, conceptualiser le livre, etc. Et on se permet ça. Et de Chavannes, sa première question était est-ce que vous êtes mariés? Je veux dire, quel rapport avec le sujet? Bon, alors pour les filles faciles, je vous raconte pas les questions, auxquelles, mais en même temps, on le sait, on est préparé, etc. Le problème, c'est qu'il y a un respect pour les gros machos qui font des livres épouvantables et qui sont vraiment producteurs de sexisme et qui détruisent le boulot qu'on est en train de faire nous, alors que quand vous arrivez avec un livre grand public, donc vous êtes vulnérable quand un livre est grand public comme ça, que vous n'êtes pas protégé par une institution, et en face, ils dévalorisent le truc, quoi. Enfin, c'est vraiment pas un objet sérieux. Là où je suis optimiste, c'est que quand je rencontre les lectrices et les lecteurs, mais quand même principalement les filles, elles viennent me dire je me sens vachement moins seule depuis que j'ai lu votre livre, et elles se sentent bien, elles, dans ce monde effectivement où c'est un peu hostile, quoi, parce qu'il y a un peu quand même les médias qui produisent ça, on leur dit t'es pas contente, t'as qu'à lire les magazines féminins, mais enfin les magazines féminins, leur seule subversion c'est de penser que la vie est mieux si on a un mari et un amant. Bon, alors évidemment ça s'arrête là, donc c'est super hétéronormé, tout le monde, t'as un mari, un amant, 2 enfants, un boulot à plein temps, une belle-mère, bon, un chien, un chat, un poisson rouge, déjà. Donc c'est vraiment comme ça, etc. Donc ce qui me rend quand même optimiste, c'est qu'elles ont envie de ça. Je veux dire, à partir de l'adolescence, les petites, petites, c'est encore plus facile. Mais enfin, à partir de l'adolescence où ça commence à être, est-ce que je passe 2 heures à me maquiller ou 2 heures à lire un bouquin, c'est pas difficile de décider, vers 14-15 ans, etc., jusqu'à 20, 30, etc., où là, vraiment, elles me disent merci, continuez, continuez, je me sens moins seule. Donc voilà, je suis optimiste pour cette raison. Sur la question de l'égalité, les auteurs de la Vulgate Psy sont très très clairs. L'égalité homme-femme est là. Donc de toute façon, le féminisme n'a plus de raison d'être, les luttes n'ont plus de raison d'être. Aujourd'hui, on est dans une ère de pacification du couple. Donc c'est clair que ces ouvrages participent du matraquage généralisé que Christine Delphy a souligné, véhiculant l'idée que tout est gagné, qu'il n'y a plus rien à faire sauf à retrousser ses manches, et surtout à prouver qu'on est digne de l'égalité. Et que si les femmes n'y arrivent pas, il y va essentiellement de leur responsabilité individuelle et non de celle de la société. À charge conséquence, et ces livres le montrent bien, à charge conséquence pour elles, de travailler sur elles pour être identifiées comme des femmes accomplies, performantes et aptes à produire un couple modèle. Le même couple qui vient d'être décrit avant, effectivement, mari, amant, enfant, chien, chat. Alors, optimiste ou pessimiste, alors je dirais franchement que je suis pessimiste, mais avec en même temps de l'optimisme, parce que avec une grande colère, et je me dis que ça faisait un moment que j'avais pas eu des grandes colères comme ça depuis les années 70, et que je suis assez contente de retrouver ce sentiment de colère. Un sentiment de colère devant le fait que l'idée selon laquelle les femmes et les hommes sont différents physiologiquement et psychologiquement semble de plus en plus acquise, ce qui n'est vraiment pas anodin. Je vous cite un de ces auteurs. Il est certain que l'éducation des garçons et des filles a une influence sur l'approche masculine et l'approche féminine du changement, mais n'oublions pas tout de même de mentionner une différence de taille. Le cerveau de l'homme et celui de la femme ne fonctionnent pas de la même façon. Donc, en mettant délibérément hors champ les rapports sociaux de sexe, en définissant une version modernisée de la féminité qu'on pourrait situer entre soumission et indépendance, en naturalisant les hommes pour les présenter comme des victimes handicapées par leur nature profonde, qui les rend incapables de s'épanouir seules. L'objectif de cette littérature est bien de convertir les femmes en thérapeutes de leurs partenaires et de les transformer en garantes de la bonne santé affective et relationnelle du couple. D'autre part, cette pratique de réintroduction de la nature là où l'égalité menace n'est pas neutre, car elle exploite les découvertes scientifiques réelles ou supposées à des fins idéologiques.
Elle invoque des raisons biologiques pour expliquer des différences réelles ou imaginaires entre les individus selon leur sexe, et elle cherche des raisons hors de l'histoire et de la société, ce qui transforme du même coup les faits historiques en faits naturels et donc non modifiables. Il est clairement dit dans ces ouvrages, mesdames, n'essayez pas de changer, vous avez des millions d'années de connexions cérébrales derrière vous, c'est même pas la peine d'essayer. De plus, ce système présuppose que les hommes sont différents des femmes, cérébralement et ou psychologiquement, mais sans jamais former pour autant une catégorie sociale spécifique collectivement en position de domination. Pour conclure, je dirais que dans ces ouvrages, les femmes sont investies d'un nouveau devoir psychologique qui les assigne à maintenir une stabilité pour les hommes et qu'en acceptant plus ou moins ce nouveau rôle, elles intègrent l'idée selon laquelle le phénomène social de crise du couple est à considérer et à traiter comme ne relevant plus que du vécu psychologique individuel. Alors je dirais qu'en matière d'usage linguistique et de féminisation des noms de métiers, en première analyse, on a toutes les raisons d'être optimiste. C'est-à-dire qu'on ne peut pas nier le fait que les féminins de noms de métiers, de fonctions et de titres sont entrés dans l'usage. Je disais tout à l'heure rapidement qu'il y avait eu un tournant au milieu des années 90 et bien évidemment, c'est à mettre en relation avec le mouvement paritaire. Donc il y a, j'ai parlé aussi du journal officiel qui constitue une référence. C'est vrai que j'ai fait des relevés dans le journal officiel à partir de 2000. Le journal officiel, chaque fois qu'il est question de nommer une femme, la nomme au féminin. Donc là, si vous voulez, on a véritablement des données qui montrent, également il y a des veilles qui ont été faites dans la presse, qui montrent une progression, si vous voulez, indéniable de la désignation des femmes au féminin. Alors, de notre côté, je l'ai signalé tout à l'heure, c'est vrai que l'usage fluctue. C'est vrai, par exemple, je prenais le cas des femmes ministres dans le gouvernement Jospin, toutes féminiser leur titre. Aujourd'hui, ça dépend. Alors en général, la frontière est une frontière générationnelle. C'est-à-dire que les plus jeunes féminisent, y compris dans le gouvernement actuel. Donc c'est vrai que là encore, c'est une raison d'être optimiste parce qu'on peut se dire avec le renouvellement des générations, au fond, le féminin va l'emporter. Mais d'un autre côté, j'ai envie de dire en seconde analyse, ce qui m'intéresse aussi, je vous disais tout à l'heure que j'avais travaillé sur les contre. C'est les arguments qui sont mobilisés. Ce qui m'intéresse, c'est au fond comment est-ce que les gens expliquent leur ralliement au féminin ou pas. Et en la matière, on a l'impression que ce qui prévaut, c'est l'argument de l'évidence. On féminise parce que ça se fait. Et là encore, l'exemple politique est très intéressant, c'est-à-dire que j'avais identifié, si vous voulez, dans les années 80, les femmes politiques favorables à la féminisation étaient très peu nombreuses, mais elles étaient très militantes. Elles le faisaient parce qu'elles disaient, au fond, tout ce qui n'est pas nommé n'existe pas, et je veux le féminin parce que ça a un sens politique. Dans les années 90, elles sont beaucoup plus nombreuses, en 97-98, mais au fond, leurs déclarations en faveur du féminin sont des déclarations beaucoup plus réservées, où elles disent c'est normal, ça se fait, mais c'est tout. Voyez, donc on a effectivement, dans l'usage aujourd'hui, j'ai l'impression que la plupart des producteurs, puisqu'on parlait des producteurs d'images et de discours, ont adopter cette position-là, une position qui consiste à dire « ok », mais de façon, j'ai envie de dire, non militante. Et si vous voulez, c'est vrai que cette situation... Alors, il y a des fois, quelque part, on a envie de dire, on n'a qu'à laisser faire, au fond, hein, puisque les choses avancent. Et on aurait presque envie de leur dire, enfin, en ce qui me concerne, j'aurais presque envie de leur dire, mais est-ce que vous savez que vous êtes en contradiction avec les recommandations de l'Académie française? Parce que, pour, au fond, essayer un petit peu de susciter le débat et que les gens voient un petit peu, parce que, d'une certaine façon, vous pouvez avoir des usagers qui vous disent, moi, je suis les recommandations de l'Académie française, et puis que d'un autre côté, vont féminiser parce que ça se fait. Et donc, il y a une véritable contradiction. Et ce qui m'intéresse, si vous voulez, de mettre en cause ici, c'est le fait que dans le fameux guide dont j'ai parlé tout à l'heure, qui s'appelle « Femme, j'écris ton nom », qui a été publié, qui est le fruit d'un travail d'un laboratoire du CNRS qui s'appelait à l'époque l'INALF et qui avait été commandé par Lionel Jospin, est un guide, si vous voulez, qui est très intéressant. Alors, pour
2-3 raisons. Tout d'abord, parce qu'il vous dit, au fond, il n'y a aucun obstacle linguistique ni grammatical à féminiser. Et donc, il vous donne un lexique et il vous le montre. Donc là, les gens qui vous disent, ça ne se fait pas, ça ne se dit pas, c'est pas possible, non, c'est possible. Et il y a une autre chose qui passe très souvent inaperçue, c'est que ce guide, tout en vous disant tout est possible, il vous dit, mais attention, faut utiliser les féminins uniquement pour nommer les femmes singulières. C'est-à-dire, quand vous nommez une femme bien identifiée, vous dites la ministre. Maintenant, quand il s'agit d'évoquer, par exemple, les attributions d'un ministre, vous allez utiliser le masculin dit générique. C'est-à-dire qu'il insiste beaucoup sur le fait qu'au fond, on pourrait systématiquement mettre le et la, dire le et la ministre, mais qu'il faut bien garder au masculin sa fonction générique. Et pourquoi ? Il emploie un mot qui pour moi est très révélateur et que peu de gens ont relevé, c'est-à-dire qu'il dit au fond, on peut féminiser, il n'y a pas d'obstacle grammatical, mais dans une logique républicaine, on doit conserver au masculin sa fonction générique. Et là, j'ai trouvé, si vous voulez, que c'était très intéressant, parce que comme je vous l'ai dit, je suis politologue et que je sache, républicain n'est pas une catégorie de la grammaire. Donc ça veut bien dire, si vous voulez, que quand on dit dans une logique républicaine, au fond, on pourrait dire dans une logique paritaire. Et on aurait tout aussi raison. C'est-à-dire que, là encore, on circonscrit l'usage des féminins, non pas en raison de la grammaire, mais en raison, si vous voulez, de l'idée qu'au fond, justement, puisqu'on est dans le mouvement paritaire à l'époque, le seul moyen, au fond, de conserver aux citoyens sa neutralité, c'est dans la langue. Et donc, si vous voulez, ce qui m'intéresse, justement, ce qui parfois me donne envie un petit peu de provoquer les gens qui sont favorables à la féminisation en leur disant « mais vous êtes, au fond, vous ne suivez pas les recommandations de l'Académie française », c'est parce qu'au fond, j'aimerais pouvoir susciter un débat sur qu'est-ce qui au fond, vous fait adopter un usage plutôt qu'un autre. Et tout à l'heure, on parlait des actions dont on était fiers. Et il y en a une que j'aurais aimé mener et que je n'ai pas encore menée. Ça aurait été de faire réfléchir à l'intérieur de l'éducation nationale sur cette question-là. Parce que je pense que c'est tout à fait significatif. Alors, il y avait eu des groupes de travail qui avaient été faits autour de la Convention pour l'égalité et qui n'ont jamais abouti sur cette question. Et ça me semble très important, d'autant, si vous voulez, que dans l'éducation nationale, vous rencontrez ce fameux public lettré. Le public lettré qui, quelles que soient ses idées progressistes, s'identifie avec, en général, la norme la plus élitiste et la plus discriminante. Et c'est ce public lettré-là qu'il est extrêmement difficile de faire évoluer. Et c'est ce public lettré qui éduque. Et là, c'est une action, malheureusement, que je n'ai pas réussi à mener. Voilà. Aux questions dans la salle. Bon, j'en vois déjà 3. Je voulais ajouter quelques précisions concernant les ouvrages de psychologie de bazar, parce que c'est comme ça qu'on va l'appeler, dont parle Irène Jonas. En fait, ces ouvrages se vendent à des milliers d'exemplaires, peut-être même, je crois, des millions. Et surtout, les auteurs s'intitulent spécialistes en psychologie. Ils sont souvent, ils travaillent dans un institut qui porte leur nom, ce qui n'est pas très rare aux États-Unis parce que chacun peut s'instituer directeur de son propre institut. Et en fait, ces personnes n'ont absolument aucune légitimité dans le milieu universitaire ni ailleurs. Ces personnes sont simplement des individus autonomes qui ont décidé de partir à la tête d'une grande aventure largement lucrative. Et par exemple, John Gray avec Mars et Vénus, en fait, il a des instituts partout dans le monde, avec des antennes qui sont disséminés, mais c'est absolument hallucinant. Et dans ces instituts, John Gray, Mars et Vénus, il propose aux couples en difficulté des stages pour les réconcilier, et stages évidemment extrêmement lucratifs. Donc n'oublions pas que tout ça procède vraiment d'une politique qui est destinée à gagner beaucoup d'argent. Et d'autre part, les soi-disant arguments scientifiques qu'ils invoquent dans leur déclaration sur les qualités naturelles des hommes et des femmes
ils disent par exemple que le professeur Wilson de l'université du Michigan a montré que le cerveau gauche, le cerveau droit, etc. Et quand vous allez chercher à l'université du Michigan s'il existe un professeur Wilson, il n'existe pas. Et il y a vraiment une malhonnêteté intellectuelle qui est absolument présente dans toutes les pages. En aucun cas, aucun des arguments qu'ils avancent n'a la moindre base scientifique. Claudie Bodino, c'est à propos d'un autre chantier, pas la féminisation des noms de métiers, mais c'est l'accord du masculin et du féminin. Est-ce qu'elle peut nous donner quelques arguments politiques, une stratégie pour que les choses changent? Qu'est-ce que ça serait la réappropriation par les citoyens, par les usagers de cette question-là? Alors, une petite remarque d'abord concernant le fait que de mettre une fille, ça risque de faire perdre le public masculin. Il faut dire que par exemple les éditeurs ou les éditrices, ça ne les gêne pas du tout qu'il y ait un garçon héros parce que selon eux, de toute façon, ça n'a aucune importance. Bon. Ça vaut ce que ça vaut. Alors effectivement, sur la table de littérature, on a apporté un guide qu'on a appelé « Analyser les représentations du masculin et du féminin ». Ceci étant, qui concerne les manuels scolaires, mais qui peut être effectivement adapté. Là-dessus, c'est un guide théorique et après, effectivement, il y a à travailler sur le sujet. Ça concerne déjà l'accord du masculin et du féminin, c'est-à-dire au fond l'idée selon laquelle le masculin l'emporte. C'est ça, hein, voilà. Donc c'est vrai. Alors, en la matière, on ne part pas de rien. C'est vrai qu'il y a déjà beaucoup de travaux qui ont été faits. Alors, il y avait déjà un travail très intéressant qui avait été fait par une linguiste qui s'appelle Edwige Kasnadar, qui, elle, était partie de la fameuse idée, pour avoir le féminin, on le dérive du masculin, un petit peu comme la Côte d'Adam, voyez. Donc, il y avait toute cette idée où elle montrait qu'en fait, non, en réalité, non. Mais l'idée nous plaisait tellement, elle était tellement ancrée dans notre culture qu'au fond, finalement, tous les livres de grammaire continuaient à la perpétuer. Alors, en matière d'accord, et le féminin l'emporte, le masculin l'emporte, au fond. On peut dire, ça paraît comme quelque chose d'intouchable, mais là encore, récemment, j'entendais une commission belge qui avait fait des propositions pour réformer les accords du participe passé. Donc au fond, après tout, si on veut réformer les accords du participe passé, c'est sûr que c'est pas encore l'Académie française, c'est dans la francophonie, mais bon, on pourrait le réformer. Et puis surtout, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que j'ai beaucoup lu le Grévis quand je travaillais, j'aimais beaucoup quand je travaillais sur ces questions. Et j'aimais beaucoup les réflexions de Grévis, parce que Grévis, c'est vrai que c'est une grammaire traditionnelle, et c'est une grammaire qui se fonde sur les écrits des auteurs. Donc au fond, Grévis, il vous dit toujours, il est très honnête. Il vous dit au fond, oui, d'accord, le masculin l'emporte sur le féminin, c'est la règle, mais on constate qu'il y a certains auteurs qui font des exceptions. Tout simplement parce que, donc il vous donne des exemples d'écrivains qui, par exemple, vont mettre au féminin parce que l'assemblée est majoritairement composée de femmes et puis qu'il y a un seul homme. Et donc l'auteur prend lui-même en quelque sorte on va dire la liberté de ne pas respecter la grammaire. Et donc, au fond, Grévis vous dit, quelque part, puisqu'il vous cite plusieurs auteurs qui le font, il vous dit, à partir de là, si on se fonde sur ces écrivains-là, on peut aussi penser qu'il existe un accord qui serait un accord grammatical, qui serait un accord qui consisterait en quelque sorte à moduler selon l'importance numérique du groupe qui est désigné. Donc c'est vrai qu'il ne dit pas que la règle, en quelque sorte, est peut-être inversée, mais d'une certaine façon, ce qui me plaisait beaucoup quand je lisais le Grévis comme ça, c'était de me rendre compte qu'au fond, on a très souvent l'impression que les règles de grammaire sont des règles intangibles. Et en réalité, si vous lisez les choses, souvent les choses qui s'adressent à un public déjà averti, vous vous rendez compte que la latitude qu'on a est sans doute beaucoup plus grande. Et donc, il y avait cette fameuse phrase où on vous disait « 100 femmes et un chien sont partis ». Sont partis, qu'est-ce qu'on dit, IS ou IES ? C'est quand même un peu, sont partis en ville, se promener, enfin ce que vous voulez, mais on peut imaginer plein de phrases comme ça, ou si vous voulez notre sens linguistique, je crois que la langue aussi, c'est pas comme les mathématiques, c'est pas plus et moins, ça fait moins.
Vous voyez, c'est aussi quelque chose qui a du sens. Et je crois qu'on peut essayer de faire évoluer les choses en soulignant ce sens-là. Alors, j'avais une autre question sur le cas. Voilà. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous, et c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est-à-dire que, au fond, ce qui est vraiment dommage dans les règles qui ont été publiées, c'est qu'elles vous disent c'est possible, mais en fait, elles reviennent, elles vous disent c'est possible, mais il vaut mieux ne pas le faire. Donc, en fait, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez, qu'il serait au contraire justement intéressant de prendre le parti de dire on n'est pas dans, on se met pas dans une logique républicaine mais paritaire, et que parce qu'on veut nommer les hommes et les femmes et parce qu'on veut qu'ils se sentent également concernés par les énoncés, on juxtapose les deux énoncés. Donc j'étais tout à fait d'accord avec vous. Le paraître des femmes, c'est beau. Quand j'ai fait mon étude là sur le paternalisme lubrique, j'ai rencontré des filles qui étaient. Moi, j'avais été, mais elles étaient hôtesses d'accueil. Et là, c'est vraiment génial. On comprend beaucoup de choses quand on fait ça. Et elles m'ont clairement expliqué que parfois, elles avaient comme boulot, pour une demi-journée, d'être figurantes sur les plateaux de télévision, derrière les présentateurs comme Arthur et compagnie. Donc, elles répondaient à des critères physiques et vestimentaires, décolletés, tout ça. Et elles étaient vraiment objectivement là pour décorer. Donc, effectivement, soit ils ont peur qu'il y ait que des moches, donc ils vont chercher des filles qui sont payées pour être silencieuses et jolies, soit ils n'en ont pas besoin parce que de toute façon il y a beaucoup de gens qui se présentent pour assister à ces émissions de télévision, et une fois que les gens se présentent pour assister à ces émissions de télévision, pour être derrière sur les plateaux, ils les sélectionnent. Et puis, hop, ouvre un peu ton truc et tout ça, ils les mettent un peu maquillées, machin, et elles sont sélectionnées. Ce sont des méthodes que je trouve politiquement extrêmement graves, mais elles sont effectivement choisies délibérément pour décorer le plateau, derrière l'animateur qui, lui, a la parole. Sur la question de la sororité, je crois que tout à l'heure, Anne Le Gall était là, et je crois voilà. Vous avez été co-autrice d'un livre, non, qui s'intitulait Liberté, Égalité, Parité ou quelque chose comme ça, non? Voilà. Donc oui, on a beaucoup réfléchi sur cette devise, bien évidemment, et l'idée, c'est toujours le déséquilibre, c'est-à-dire qu'au fond, on vous dit fraternité, c'est un mot générique, alors que sororité, ça ne désigne que les femmes. Bien évidemment, c'est faux, mais si vous voulez, c'est vrai que c'est toujours le même débat, l'idée effectivement que le genre masculin serait un genre extensif et le genre féminin serait un genre intensif. Donc si vous voulez, c'est la fameuse déclaration de l'Académie française de 84. Donc bien évidemment, on trouve beaucoup d'écrits de féministes qui ont, il y a vraiment longtemps déjà, réfléchi sur cette devise et qui ont dénoncé son sexisme. Oui. Sur les droits de l'homme pour Marie-Christine, oui, les droits, on peut dire les droits de la personne humaine, on peut les droits humains, oui aussi, c'est vrai, mais c'est vrai qu'il y a toujours, en fait, on pourrait aussi dire les droits des hommes et des femmes. Ça serait pas mal peut-être, mais c'est vrai parce que moi j'ai tendance à pas aimer les solutions qui neutralisent, parce que j'aime bien dire que le neutre n'existe pas. Donc les solutions qui neutralisent, pour moi, c'est des solutions qui n'abordent pas la question de face. Donc quelque part, moi, à la limite, j'aimerais bien les droits des hommes et des femmes, ou des femmes et des hommes.